Bonjour. Afin de vous montrer comment incorporer la réplication dans un projet existant, je vais partir du projet proposé par PCsoft dans les exemples complets, le projet CRM. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir incorporer la réplication? C'est simple, il suffit d'ajouter à votre projet, dans les éléments de votre projet, euh, pardon, trois fichiers. Le premier, une collection de procédures. Le second, une fenêtre. Et enfin, une classe. Je les ai introduits. Une fois que vous avez fait ça, il vous suffit d'aller dans le code du projet, déclarer la réplication. Parce que sans ça, vous avez quelques petites erreurs. Et donc, je vais dans le code du projet et je dis que GCL, la réplication, est une réplication. Et afin de pouvoir utiliser la réplication, je l'initialise. Voilà. Que fait cette méthode Replikini? Eh bien, elle va analyser l'analyse de votre application, va déterminer quels sont les fichiers dont elle a besoin, va déterminer si elle correspond plus ou peu ou prou aux prérequisites, donc aux prérequis, et si ce n'est pas le cas, elle va vous proposer de faire un certain nombre de choses afin de corriger la situation. Eh bien, nous allons lancer pour une première fois le projet. Et donc, il nous dit qu'il va ouvrir une fenêtre. C'est quoi cette fenêtre? C'est une fenêtre qui permet de déterminer quels sont les identifiants automatiques ou les timestamps. Alors, pourquoi elle n'a pas découvert les identifiants automatiques? Eh bien, parce que dans le fichier commande, il n'y a pas de rubrique ID commande. Et la seule chose que j'ai découvert comme étant une rubrique indexée unique, donc qui est un ID auto, c'est une commande. Mais je ne peux pas faire la différence entre un ID auto et une zone qui est purement indexée avec sans doublon. Donc on doit faire ça pour tous les fichiers pour lesquels on n'a pas d'ID. Vous constatez que de temps en temps, ce sont des clés avec 8 octets, de temps en temps, des clés avec 4 octets. Et ils ont été très cohérents sur ce coup-là chez PCsoft. De temps en temps, vous avez un souci d'ID. Alors là, je dois avouer que j'ai pas encore compris pourquoi. Et puis après, vous allez constater que tout ça se débrouille bien, il n'y a pas de souci. Alors, vous voyez aussi que vous avez une petite zone qui s'appelle priorité. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans certains cas, vous serez amené à déterminer que certains fichiers doivent être gérés avant les autres. Je m'explique. Si vous avez des clients et des commandes, vous pourriez être amené à mettre à jour les commandes avant les lignes de clients, ce qui pourrait poser un sérieux problème. Et donc, il vaut mieux avoir d'abord les clients, puis les commandes, puis les lignes de commande. Ceci dit, les articles, si vous avez créé des nouveaux articles, il faut aussi qu'ils soient mis à jour avant de rentrer les lignes de commande, sans quoi une ligne de commande pourrait se référer à un article qui n'existe pas encore. Voilà. Donc, je ferme ça. Une autre fenêtre s'ouvre qui contient toutes vos contraintes d'intégrité qui vont être gérées par le système. Et à la fin de l'application, il vous dit quand même qu'il peut quand même pas travailler parce que vous n'avez pas de timestamp. Et donc, nous allons devoir modifier l'analyse en introduisant dans chacun des fichiers une rubrique de type timestamp. Alors, attention, ce n'est pas une rubrique horodateur. C'est bien une rubrique de type date et plus précisément dateur et qui est indexée avec doublon. Alors c'est important.
elles sont mises automatiquement à jour par un trigger, donc vous ne devez pas vous en occuper dans votre application, surtout pas, parce que de toute manière ce serait écrasé par la réplication. Si vous avez besoin d'une autre rubrique timestamp, libre à vous, mais n'allez pas interférer avec cette rubrique-là. Alors, on ne peut pas utiliser les horodateurs. Pourquoi? Parce que ce sont des rubriques qui sont en read-only. Et donc, on ne peut pas modifier ce qui a été enregistré automatiquement dans les timestamps. Et c'est un comportement qui ne me convient pas pour un tas de raisons qui sont un peu difficiles à expliquer ici, mais sachez en tout cas que je ne peux pas les employer malgré toute l'envie que j'en avais. Donc, évidemment, cette tâche que je suis occupé à faire est un petit peu laborieuse, c'est embêtant. Ceci étant dit, si votre analyse respectait les prérequis de PCsoft pour faire une réplication, ben vous aviez déjà ces informations et vous n'êtes pas obligé alors de les répéter. Et donc, voilà, je termine, je pense avoir rempli toutes les zones avec un timestamp. Donc, je vérifie, timestamp, timestamp, timestamp. Ceci étant dit, si j'avais dû oublier d'en mettre un, c'est pas grave, il m'aurait encore dit, ben non, ça marche pas, il n'y a pas. Alors, vous pouvez évidemment, si vous avez déjà dans votre base de données, mais et que vous ne l'utilisez pas, une rubrique timestamp avec indexé en doublon de type date-heure, eh bien le système serait tout à fait capable de l'utiliser, mais attention, si vous en avez un usage qui n'est pas celui que moi j'en fais, eh bien évidemment vos données seront effacées par mes triggers. Alors, je suis occupé à enlever toutes les contraintes d'intégrité qui restaient dans la base. Je vérifie si c'est bien le cas. Voilà. Un petit coup d'œil dans l'affichage pour voir s'il n'en reste pas. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, je vais pouvoir générer l'analyse et évidemment modifier les structures puisque j'ai ajouté des champs dans plusieurs fichiers, dans tous les fichiers en fait. Voilà, il va faire la mise à jour des fichiers. Voilà. Alors, une petite remarque encore avant d'aller plus loin. Si vous avez des fichiers qui ont des mots de passe, vous pouvez ici introduire la liste des fichiers et leur mot de passe à la fonction et elle va utiliser pour chacun des fichiers que vous aurez déterminé le mot de passe que vous avez transféré. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Bien, maintenant que que j'ai adapté mes fichiers, puisque nous allons travailler en client-serveur, si ces fichiers ne sont pas encore en client-serveur, eh bien, nous allons importer la base de données dans le serveur principal. Donc, qui s'appelle bidev. Donc, parce que je l'avais déjà, je la recommence, je vous montre comment on fait. Donc, je détermine à quel endroit se trouvent les fichiers. Je dis que je veux l'introduire dans une nouvelle base de données qui s'appelle CRM, par exemple. Et j'indique où se trouve l'analyse de cette base de données. Et je dis, allez, vas-y, importe-moi tout ça dans HFSQL client-serveur. Et donc maintenant, j'ai bien une base de données avec tous les clients, tout ce qu'il faut. Parfait. Bien. Donc, le système j'ai fait les modifications que je pensais avoir besoin de faire et je lance le programme. Et il me dit, attention, il y a encore un souci. Ah,
qu'est-ce qu'il me dit? Il doit rester encore une liaison. Ça, c'est drôle. Bien, donc on va dans l'analyse. Oui, regardez, il y a encore une liaison. Donc, je la supprime et je régénère mon analyse. Ceci étant dit, ça n'a rien changé au problème. Il a tout mémorisé. Et donc, ici, il n'y aura plus de modification. Voilà. Donc, ça, c'est pas vraiment un souci. Et donc, maintenant, je vais pouvoir relancer mon application. Et il me dit, moi, je suis d'accord, tout va bien, mais maintenant, il faut configurer le truc pour la configuration, pour la réplication. Donc le système est basé sur une série de sites qui peuvent être locaux ou pas, c'est-à-dire par exemple un site peut être un utilisateur nomade ou un site qui se trouve ailleurs. Alors chaque site doit avoir au moins un poste chargé de la réplication. Je donne l'adresse du site du serveur, le nom de la base de données, le nom de l'utilisateur et son mot de passe. Puis je dois donner l'adresse du serveur local. La base de données du serveur local et le nom de l'utilisateur sur le serveur local, qui ne doivent pas du tout être le même. Une fois que c'est fait, eh bien ma foi, tout est bon. Donc le serveur local, je supprime cette base de données parce que ça aurait dû être propre, mais bon. Voilà. Et je redémarre mon application. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le système détecte qu'il a une base de données principale qui est complète, enfin qui est remplie, et une base de données locale qui ne l'est pas. Et donc, il fait une première synchronisation de la base de données de la base de données principale sur le serveur local. Donc ça peut prendre du temps en fonction de la taille de votre base de données, bien sûr. Ici, le seul fichier dans lequel il y a vraiment beaucoup de lignes, c'est le fichier des lignes de commande. Les autres sont relativement peu importants. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'il a fini ça, le programme est prêt à partir. Et donc ici, je peux voir les informations. Pour vous montrer que nous sommes bien en client-serveur, je vais créer un client. Ne me demandez pas d'être trop imaginatif pour ça. Voilà, et je dois dire qu'il a été créé par quelqu'un et je valide. Bien, donc effectivement, j'ai un client 1. Si je vais sur le serveur principal et que je regarde dans la base de données CRM le client, et que je les trie par client, je vois que j'ai bien le client 1. Et si je vais sur le serveur local, eh bien, on va voir si le système a bien fait son boulot. Si j'appelle la base de données client, je vois que j'ai bien mon client. Et donc, ici, vous voyez que le système de réplication fonctionne. La prochaine vidéo va vous montrer comment on va pouvoir installer sur plusieurs sites, plusieurs fois l'exécutable et comment le configurer pour que la réplication fonctionne sur les différents sites. Merci de votre attention.